Donc, on va continuer maintenant avec la 4e 1 de Madame Mouissé et on commence par écouter Jiane. Une famille de Guy de Maupassant. Puis, on lui servait sur son assiette, en tout petits morceaux, qu'il mangeait avec une gloutonnerie fiévreuse pour avoir plus vite autre chose. Quand arriva le riz sucré, il eut presque une convulsion. Il gémissait de désir. Gontran lui cria « Vous avez trop mangé, vous n'en aurez pas !» Et on fit semblant de ne lui en point donner. Alors, il se mit à pleurer. Il pleurait en tremblant plus fort, tandis que tous les enfants riaient. On lui apporta enfin sa part, une toute petite part. Et il fit, en mangeant la première bouchée de l'entremets, en bruit de gorge comique et glouton, et en mouvement du cou, pareil à celui des canards qui avalent un morceau trop gros. Puis, quand il eut fini, il se mit à trépigner pour en obtenir encore. Pris de pitié devant la torture de ce Tantale attendrissant et ridicule, j'en pleurais pour lui. « Voyons, donne-lui encore un peu de riz. » Simon répondit, « Oh, non, mon cher, s'il mangeait trop, à son âge, ça pourrait lui faire mal. » Je me tus, rêvant sur cette parole. Ô morale, ô logique, ô sagesse! À son âge, donc, on le privait du seul plaisir qu'il pouvait encore goûter, par souci de sa santé. Sa santé, qu'en ferait-il, ce débris inerte et tremblotant? On ménageait ses jours, comme on dit, ses jours. Combien de jours? 10, 20, 50 ou 100? Pourquoi? Pour lui, ou pour conserver plus longtemps à la famille le spectacle de sa gourmandise impuissante? Il n'avait plus rien à faire en cette vie, plus rien. Un seul désir lui restait, une seule joie. Pourquoi ne pas lui donner entièrement cette joie dernière, la lui donner jusqu'à ce qu'il en mourût? Alors, maintenant, on continue avec Marion. La parure de Guy de Maupassant. Le jour de la fête arriva. Madame Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Le ministre la remarqua. Elle dansait avec ivresse, avec emportement, grisée par le plaisir, ne pensant plus à rien, dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès, dans une sorte de nuage de bonheur fait de tous ses hommages, de toutes ses admirations, de tous ses désirs éveillés, de cette victoire si complète et si douce au cœur des femmes. Elle partit vers 4 heures du matin. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon désert avec 3 autres messieurs dont les femmes s'amusaient beaucoup. Il lui jeta sur les épaules les vêtements qu'il avait apportés pour la sortie. Modestes vêtements de la vie ordinaire, dont la pauvreté jurait avec l'élégance de la toilette de bal. Elle le sentit et voulut s'enfuir, pour ne pas être remarquée par les autres femmes qui s'enveloppaient de riches fourrures. Loisel la retenait. « Attends donc, tu vas attraper froid dehors. Je vais appeler un fiacre. » Mais elle ne l'écoutait point et descendait rapidement l'escalier. Lorsqu'ils furent dans la rue, ils ne trouvèrent pas de voiture et ils se mirent à chercher, criant après les cochers qu'ils voyaient passer de loin. Ils descendaient vers la Seine, désespérés, grelottant. Enfin, ils trouvèrent sur le quai un de ces vieux coupés noctambules qu'on ne voit dans Paris que la nuit venue, comme s'ils eussent été honteux de leur misère pendant le jour. Il les ramena jusqu'à leur porte, rue des Martyrs, et ils remontèrent tristement chez eux. C'était fini pour elle, et il songeait, lui, qu'il lui faudrait être au ministère à 10 heures. Elle ôta les vêtements dont elle s'était enveloppée les épaules, devant la glace, afin de se voir encore une fois dans sa gloire. Mais soudain, elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. On continue avec Léandro. Alors,
je vais lire Le Labyrinthe, le remède mortel de James Dashner. Elle était blanche comme un linge. Un filet de sang s'écoulait de son nez. Elle bavait. Ses membres étaient secoués de spasmes et son torse donnait l'impression de rebondir sur place. Elle avait le regard fixe, les yeux écarquillés par le choc et la terreur. Newt et Minot rejoignirent Thomas et se couchèrent à côté de lui. « Non !» leur cria Thomas. « Continuez jusqu'au berg. Abritez-vous derrière la trappe d'accès. Attendez qu'on se relève, puis couvrez-nous. Arrosez tous ceux qui bougent jusqu'à ce qu'on soit à bord. »« On n'a pas le temps !» s'écria Minot. Il empoigna Brenda sous les bras et Thomas retint son souffle en le voyant grimacer tandis que des éclairs remontaient le long des bras de son ami. Mais le courant s'était largement dissipé et Minot put rester debout et commencer à s'éloigner en traînant la jeune fille derrière lui. Thomas souleva Brenda par les jambes. Ils battirent en retraite en direction du berg. Le hangar était complètement noyé dans le bruit, la fumée et les explosions. Une balle cingla le mollet de Thomas, une douleur cuisante, puis un filet de sang. À quelques centimètres près, il aurait pu être estropié ou saigné à mort. Il lâcha un hurlement de fureur. Il jeta un coup d'œil vers Minot, dont le visage se plissait sous l'effort. Puisant dans la force que lui donnait l'adrénaline, Thomas leva son lanceur d'une seule main et tira au hasard tout en l'aidant à porter Brenda. Ils parvinrent au pied de la trappe d'accès. Hoche lâcha immédiatement son arme imposante et descendit empoigner Brenda par un bras. Thomas laissa Minot et Hoche hisser la jeune fille à bord. Newt continua à tirer, expédiant ses grenades à gauche et à droite. Thomas l'imita. Ils furent bientôt à court de munitions. Les gardes dans le hangar durent sentir le vent tourner, car ils s'élancèrent en masse vers l'appareil en ouvrant le feu à leur tour. « Plus le temps de recharger !» cria Thomas. « On file !» Newt gravit la rampe au pas de course. Thomas le suivait de près. À peine eut-il franchi le seuil de la soute qu'il sentit quelque chose s'écraser dans ce dos. Il bascula en arrière et dégringola au bas de la rampe. Il se retrouva sur le sol du hangar, pris de convulsions. Puis tout devint noir. Maintenant, on écoute Joséphine. Je vais vous lire un extrait de Les fabuleuses aventures d'Aurore de Douglas Kennedy. Je rêve d'être aussi mince et courageuse que ta sœur. Tu es très courageuse, et j'écris. Et tout le monde n'est pas obligé d'être mince. Soudain, une voix a retenti derrière nous. Mais qui voilà? L'éléphant qui parle avec la gogole. Dorothée, la peste de l'école, était avec 4 membres de sa bande. Elles nous ont entourés. Lucie avait l'air paniquée. J'ai brandi ma tablette sur laquelle était écrit « Tu as toujours besoin de ta bande avec toi, n'est-ce pas? C'est ton seul pouvoir sur les autres. Si tu crois que ça m'intéresse, ce que pense une débile qui ne sait même pas parler, a répondu Dorothée. Puis, elle s'est tournée vers Lucie et elle a dit « Tu ressembles à un gros tas de fromage qu'on aurait laissé dégouliner au soleil. » Lucie s'est levée. Des larmes coulaient sur ses joues. J'ai écrit « Tu crois qu'être méchante, ça fait de toi une adulte. En vrai, t'as aussi peur qu'une petite fille. »